Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Et merci beaucoup d'être sur LCI ce matin. On va parler tout à l'heure de justement ces questions de sécurité, violence, drogue, notamment en Ile-de-France. D'abord, question, est-ce que vous mesurez l'efficacité, vous, de vos vice-présidents à la région par une application numérique ? Non, mais tous mes vice-présidents sont efficaces, sinon ils ne seraient plus vice-présidents. Parce que moi, je les change, donc je les aère régulièrement. Et donc, je n'ai que des personnes qui sont à 150%. Vous les aérez, c'est une drôle d'expression. Non, c'est important de faire respirer les équipes de temps en temps. C'est-à-dire quand certains n'ont plus envie, n'ont plus le temps, voilà, qu'on puisse de temps en temps changer. Et moi, j'ai une équipe qui est complètement à fond. Et tous mes vice-présidents sont à 150%. Donc, de la rotation. Pourquoi je vous pose la question? Parce qu'on a parlé hier sur LCI, Emmanuel Macron aurait mis une application en œuvre pour effectivement évaluer l'efficacité des ministres. Coup de com', ou quand on est président, et vous avez été ministre, notamment d'un omniprésident, Nicolas Sarkozy, entre autres, est-ce que effectivement il faut que le président joue ce rôle-là? Alors d'abord, deux choses. Moi, ce que je constate, c'est que nous avions, nous ministres, sous Nicolas Sarkozy, beaucoup plus d'indépendance et de latitude pour agir qu'il me semble aujourd'hui les ministres du gouvernement. En tout cas, s'agissant de la réforme de l'université, on me l'a confié, on me l'a donné à faire. Et j'avais certes le soutien du président de la République et des arbitrages, mais c'était quand même moi qui étais vraiment en charge de la négociation, des choix, même stratégiques. Mais est-ce que vous aviez de la pression? Est-ce que Nicolas Sarkozy vous mettez la pression? Pardon, mais on n'était pas encore complètement à l'heure du tout numérique, mais nous avions un tableau de bord avec une évaluation exactement la même que celle qu'Emmanuel Macron a mis en place. Ça s'appelait la Revue Générale des Politiques Publiques. Oui. C'était fait par, à l'époque, Claude Guéant et toute une équipe de l'inspection des finances. Et nous avions, nous aussi, des feux rouges, des feux oranges et des feux verts en fonction des choses que nous devions accomplir pour savoir si elles étaient à moitié faites ou pas complètement faites. Coup de com' ou pas? Est-ce que c'est rassurant d'avoir un président qui est effectivement au taquet et qui... Mais pardon de vous dire, ça n'est pas nouveau. Ça n'est pas nouveau. Nicolas Sarkozy l'avait mis en place pour évaluer ses ministres. La différence que je sens, c'est qu'on sent ici qu'il y a un hyper-contrôle, beaucoup plus qu'une vraie stratégie de confiance, ce qui était notre cas à nous. Mais peut-être aussi parce que nous avions une longue histoire politique derrière nous et que peut-être Nicolas Sarkozy nous faisait plus confiance. Et en tout cas, Emmanuel Macron fait du sarkozysme en la matière. C'est un peu ce que vous nous dites aussi. Non, parce que je vous dis aussi, mais vous ne voulez pas l'entendre, que Nicolas Sarkozy faisait confiance et déléguait. Valérie Pécresse, Emmanuel Macron précisément a reçu les parlementaires de sa majorité hier et il a insisté entre autres sur l'immigration. Il a dit ceci, on va avoir un extrait, mais n'écrasons pas ce sujet, nous sommes face à un phénomène nouveau, les flux d'entrée n'ont jamais été aussi bas en Europe et les demandes d'asile jamais aussi hautes en France. Et il ajoutait, les bourgeois n'en souffrent pas. La gauche a détourné les yeux. Ce sont les classes populaires qui en souffrent et qui se jettent dans les bras de l'extrême droite. Est-ce que vous dites discours fort, discours juste ou discours démago? Non, je dis bon constat, mais où sont les solutions? Comme d'habitude, il y a un décalage total entre le regard, je pense, assez lucide que le président de la République jette sur la situation et l'absence totale de solutions. Je vous donne plusieurs exemples, mais j'en ai un qui est un marqueur fort. Il se trouve que nous avons en Ile-de-France, mais dans toute la France, une loi, qui est une loi inique, qui dit qu'on doit donner 50% de réduction à l'année dans les transports aux étrangers en situation irrégulière. Ça fait 3 ans que j'essaie de faire abolir cette loi parce que je considère que c'est une prime à l'illégalité. Et puis quand on a des politiques sociales trop généreuses, on fait un appel d'air. On vient chez nous pour nos politiques sociales. Ça n'est pas normal qu'un clandestin, je ne parle pas d'un demandeur d'asile, un clandestin ait 50% de réduction, 400 € de passe Navigo au lieu de 800. Et c'est en fait une subvention au travail clandestin. Et ça fait 4 fois que les députés de la LRM refusent de voter mon amendement. Alors, on est précis, le gouvernement avait soutenu cet amendement dit Pécresse, présenté par LR, non, et la majorité l'a rejeté. Non, c'est inexact. 3 fois, il l'a fait voter contre, 3 fois. Oui. La 4e, il a dit sagesse. Mais sagesse, ça veut dire voter ce que vous voulez. Et donc, la LRM a voté ce qu'elle a voulu, c'est-à-dire contre. Donc, ça fait 4 fois, et ça coûte 40 millions d'euros aux franciliens qui, eux, payent leur passe. Donc ça, si vous voulez, c'est pour vous montrer qu'il y a un double discours. Il y a un discours martial et puis il y a les actes qui ne suivent pas. Est-ce qu'il y a un glissement dans le discours quand même d'Emmanuel Macron qui essaye de convaincre sa majorité, rétive il est vrai, de convaincre sa majorité de éventuellement affronter les questions
de façon mais de la plus convaincre frontale. de quoi? Parce que le problème, c'est que le gouvernement fait du surplace sur ces questions. Prenons le droit d'asile, puisque le président dit il y a des abus du droit d'asile. Est-ce que c'est normal? Le droit d'asile, j'y crois, mais il est détourné, disait-il hier soir. Mais il a totalement raison. Madame Martichaud, est-ce que c'est normal qu'en 2018, les 2 premières nationalités des demandeurs d'asile en France, avec des milliers de personnes, ce soit l'Albanie et la Géorgie? L'Albanie est un pays d'Europe, du continent européen, qui veut entrer dans l'Union européenne. C'est un pays sûr. C'est un pays où il n'y a pas en guerre. Est-ce que les Albanais sont persécutés chez eux? Est-ce qu'ils ont une logique à demander l'asile? Est-ce que c'est normal qu'on leur donne l'asile? Albanie, Géorgie. Géorgie, alors là, c'est encore mieux, leur présidente est franco-géorgienne. C'est une ancienne diplomate du Quai d'Orsay. Est-ce que Madame Zorabishvili persécute son peuple? Alors, on a vu il peut y avoir des cas individuels de persécution, mais pas des milliers. Le ministre de l'Intérieur, effectivement, s'en est saisi. Il est allé en Albanie, comme son prédécesseur. Où est le nœud de la difficulté à effectivement juguler ce taux d'arrivée spectaculaire des Albanais qui viennent d'un pays sûr? Il faut les Albanais, les Géorgiens, mais je pourrais citer toute la liste. Le sujet aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas de liste européenne des pays sûrs et nous n'avons pas de stratégie Donc de c'est une question refus européenne. Européenne et française. Mais pardon, la France a aussi une voix à faire entendre en Europe. On doit avoir un droit harmonisé d'asile et moi j'ai proposé que sur les pays sûrs, les demandes d'asile soient examinées dans nos ambassades locales, puisque c'est un pays sûr qui n'est pas en guerre, et qu'on refuse de les examiner en France, parce qu'une fois qu'ils viennent, ils rentreront jamais. Jamais. Et si vous prenez juste 2018, c'est 6 000, je crois, 5 ou 6 000 Géorgiens et Albanais qui, à mon avis, vont rester. Alors je n'ai rien contre eux, ils viennent pour travailler, vraisemblablement, pour des raisons économiques. Il faudrait les empêcher de rentrer. Une fois qu'ils sont rentrés, l'examen du droit d'asile est long, effectivement. Non, la loi mais il suffit de dire qu'on n'acceptera pas de demande d'asile qui n'aurait pas préalablement été examinée dans leur pays. Il y a un débat sur l'immigration le 30 septembre à l'Assemblée. Est-ce que c'est un progrès? Est-ce que vous y voyez aussi une forme là de fin de déni que vous dénonciez? Mais écoutez, on va voir. Mais le problème, c'est que ça fait 3 ans qu'on en parle. Et c'est 3 ans qu'il ne se passe rien. On a perdu du temps. Le gouvernement a perdu beaucoup de temps. Mais oui, prenons un exemple. Édouard Philippe était avec moi dans l'équipe d'Alain Juppé au moment de la présidentielle. Dans le programme d'Alain Juppé, il y avait 2 choses. Il y avait des quotas d'immigration par nationalité et il y avait aussi, le refus du droit du sol, c'est-à-dire le refus de la nationalité française pour les enfants qui ont des parents clandestins. Pour éviter qu'on vienne accoucher en France pour que son enfant devienne français, ce qui arrive notamment, vous le savez, en Guyane et à Mayotte. Bon. À Mayotte, effectivement, là-dessus, il y a une évolution. Oui, mais vous voyez, Édouard Philippe est parti de la droite pour aller au gouvernement. Il n'a pas emporté le programme d'Alain Juppé avec lui. Ouais, et vous voulez donc une suppression du droit du sol? Mais je voudrais que le programme de la droite soit appliqué en France. Oui, j'aimerais bien, Madame Martichaud. C'était le programme d'Alain Juppé, c'était le programme de François Fillon, c'était le programme de Nicolas Sarkozy. Il a trahi cette promesse-là, cette valeur-là, Édouard Philippe? Il est parti de la droite sans emporter le programme de la droite, c'est ce que je vous dis, et notamment sur les questions d'immigration. Donc l'immigration est un sujet, la sécurité en est un autre, le communautarisme, la radicalisation, sur tous ces sujets. Je vois que le discours du président évolue. Mais c'est du discours et les Français ils attendent des actes. Là j'écoutais votre reportage, excellent reportage. Emmanuel Macron pour cranter comme on dit, c'est-à-dire effectivement pour passer aux actes. Mais dites on a perdu 2 ans et demi. Moi, j'attends l'acte 2 du gouvernement. On nous le promet depuis maintenant 6 mois. Il faudrait peut-être qu'il se concrétise. Et sur la question des banlieues, du communautarisme, de la radicalisation, des ghettos, d'apartheid urbain, dont on parlait dans l'excellente table ronde qui a précédé notre interview, eh bien, c'est une réalité que je vis tous les jours. Au quotidien. Là, vous parlez des violences dans les banlieues, les violences entre bandes. Hier soir sur TF1, il y avait un reportage, par exemple, je vous parle des trafics. Je vous parle de ces quartiers qui sont livrés au trafic, qui sont livrés à une loi communautaire, à la loi des bandes. Hier, j'étais à Champigny, effectivement. Pas du tout pour ça, pour aller travailler avec la mission locale sur des nouvelles filières d'insertion des jeunes, notamment par l'audiovisuel, parce qu'il se trouve que Champigny, c'est tout près de Brie-sur-Marne, et qu'on est en train d'ouvrir un campus des métiers de l'audiovisuel, donc c'est extraordinairement positif pour des jeunes qui sont
peu qualifiés d'aller travailler dans ces métiers qui leur mettent des étoiles dans les yeux. Parce que je suis d'accord avec ce qui a été dit. Il faut faire rêver, il faut attirer les jeunes vers les métiers du numérique, vers les métiers de la transition écologique, vers les métiers du spectacle et de la culture, du tourisme. Mais il y a un enjeu de sécurité. Très créateur d'emplois. Il y a un enjeu de sécurité d'abord. Mais dans ces quartiers, il faut faire un plan à 10 ans de démolition et de reconstruction de tous ces quartiers. Moi, je l'ai dit au président de la République, je l'ai écrit, je le redis. Pardon ? Un nouveau plan Borloo ? C'est pas un plan Borloo, c'est un plan différent. C'est un plan avec une stratégie de peuplement. C'est-à-dire qu'il faut qu'on construise des quartiers neufs. Et dans ces quartiers, il faut un plafond anti-ghetto à 30% de logements sociaux. Pas plus de 30% de logements très sociaux dans un quartier. Parce qu'il faut que tous les quartiers de France soient des quartiers... Vous reconstruisez, pour être clair, vous reconstruisez, vous détruisez comme Borloo. Non. Je commence par construire des quartiers neufs. Et ensuite, les habitants des quartiers où il y a 70% de logements sociaux, eh bien... je l'ai fait s'installer. Vous inversez le ratio. Je l'ai fait s'installer dans les nouveaux quartiers neufs, dans des appartements neufs. Et qui vous faites venir là, dans ces quartiers ? 70% de classe moyenne. Ah bon, et comment vous les faites venir ? Mais ils viennent. Il suffit d'avoir un quartier qui est sûr, qui est neuf, qui est beau et qui est à proximité d'une bonne école et où les classes moyennes savent qu'elles seront majoritaires. Mais c'est ce qu'on fait. On le fait tous les jours. Demandez à Jean-François Copé à Meaux ce qu'il a fait. Demandez à Thierry Ménien au Blanc-Ménil. Demandez à Bruno Béchiza à Aulnay. Demandez aux maires qui sont en train aujourd'hui de reconstruire des villes populaires comment ça fonctionne. C'est à l'État de le faire ? Moi, je prêcherait pour que les régions aient la possibilité d'avoir toute la rénovation urbaine. Parce que c'est des choses qui se font en lien avec les maires, mais qui se font aussi en lien avec les territoires, le développement économique, la formation. Parce que bien évidemment, tout ce qui est dit sur la réussite, pour réussir ce plan anti-ghetto, qui est en train d'être lancé d'ailleurs au Danemark, entre parenthèses. Les Danois font ça. Ils font un plan en 10 ans de suppression de tous les quartiers ghettos. Les Danois le font, on pourrait peut-être le faire nous. Donc il faut de la mixité sociale réelle, il faut de l'autorité, c'est-à-dire remettre la police, la justice dans ces quartiers. Et là aussi, j'ai plein de propositions à faire qui ne sont pas du tout celles d'Emmanuel Macron. Et par ailleurs, il faut mettre de la réussite. Et la réussite, ça passe par le développement économique, ça passe par la formation, ça passe par le microcrédit pour les créateurs d'entreprises. Et comment faites-vous ? Parce qu'effectivement, créer des nouveaux quartiers dont vous espérez qu'ils irrigueront en termes de sécurité, de bien-être, etc. les autres. Mais pour ceux qui vivent aujourd'hui dans ces quartiers, vous savez qu'aujourd'hui, il y a 4 ministres qui sont à Marseille pour présenter un plan anti-stup. Écoutez ce que nous disait, alors il s'agit de Marseille évidemment, Samia Ghali, la sénatrice socialiste des Bouches-du-Rhône, ce matin dans la matinale de Pascal de la Tour du Pin. Écoutez, regardez. Aujourd'hui, il faut savoir que les habitants sont pris en otage. Il faut savoir que les gens vivent avec des tirs d'armes à feu tous les jours. Tous les soirs, tous les week-ends, ils ont droit au même rituel. Et ça, c'est insupportable. C'est une angoisse pour eux, c'est une angoisse pour leurs enfants. Comment voulez-vous faire grandir vos enfants dans des conditions pareilles ? C'est impossible. Même les meilleurs des parents, je peux vous dire que c'est le parcours du combattant pour des parents d'essayer de se faire sortir leurs enfants de cette galère. Marseille, Île-de-France, même combat ? À Champigny où j'étais hier, c'était un peu différent, mais nous avions eu 3 agressions en une semaine. Dans le cadre de guerres de bandes entre jeunes à la sortie des lycées. Et donc moi j'ai déployé une brigade régionale de sécurité de 15 personnes spécialement formées et à la sécurité et à la médiation en milieu scolaire. Elles ont fait 30 interventions dans des lycées pour éviter des violences. Donc oui, la situation de la violence est inacceptable. Oui, il faut remettre de la sécurité dans les quartiers. Moi j'ai fait des propositions un certain nombre. Est-ce que la situation est comparable ? Est-ce que la situation est explosive dans les banlieues franciliennes ? Mais bien évidemment. Et je n'arrête pas de le dire. Au moment des Gilets jaunes, nous avons eu 80 lycées qui ont été attaqués, avec comme mot d'ordre qu'il fallait y mettre le feu. Alors tout le monde regarde ailleurs, et le président de la République, pour le coup, l'a dit à juste titre, tout le monde regarde ailleurs, parce que ce sont des quartiers qui sont enfermés sur eux-mêmes, des villes closes. Et comme, effectivement, les classes moyennes, comme les intellectuels, comme les cadres n'y habitent pas, ils ne le voient pas, ou ils ne veulent pas le voir. Alors c'est mon devoir de pousser ce cri. Moi, j'ai mis le siège de la région Île-de-France en Seine-Saint-Denis et je l'ai mis en connaissance de cause pour être au cœur de cette réalité et changer les quartiers. D'Emmanuel Macron qui disait pendant sa campagne, il faut éviter que les personnes qui vivent en banlieue, dans les quartiers difficiles, soient assignées à résidence. J'ai une question simple. 2 ans et demi de mandat d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il y a eu, de ce point de vue, et en étant extrêmement honnête, un progrès ? Moi, la seule mesure que j'ai trouvée vraiment bonne et qui, pour moi, est un marqueur, c'est le dédoublement des classes.
Le dédoublement de classes dans les quartiers populaires pour vraiment consolider les apprentissages fondamentaux, ça, c'est une très bonne mesure. Mais en revanche, pardon de le dire, j'ai un problème avec la justice. La justice ne suit pas, elle n'a pas les moyens de suivre. Moi, je crois qu'il faut un grand plan de réforme de la justice. Et j'ai vraiment une indignation. C'est l'utilisation à outrance du bracelet électronique. Aujourd'hui, Nicole Belloubet nous dit, et là elle a raison, que les prisons sont surpeuplées et indignes. Eh bien, il faut prendre des mesures pour faire en sorte qu'elles le soient moins et qu'elles soient moins indignes. Parce que le bracelet électronique, qui est donc le substitut à la prison, c'est quelque chose qui permet aux délinquants de revenir dans leur quartier. Et vous n'imaginez pas le sentiment d'impunité que ça donne dans un quartier de voir revenir le caïd avec son bracelet électronique. Et en réalité, le sentiment qu'il n'a pas été puni. Vous vous imaginez une femme agressée qui voit son agresseur revenir, un dealer qui revient dans le quartier. Il n'y a pas de sanction, il y a de l'impunité, ça n'est pas acceptable. Il faut l'éloignement systématique du quartier. Éloignement systématique du quartier. Pour les bracelet électronique, c'est pas le problème, c'est le problème qui est... Le bracelet électronique pourrait être utilisé pour éloigner. Il est utilisé pour remettre dans le quartier. C'est une aberration. Donc un plan anti-ghetto sur 10 ans, des brigades de sécurité autour des écoles et un bracelet électronique, peut-être, mais avec mesure d'éloignement. Non, mais c'est pas ça, mais un renforcement complet des moyens de la justice. Est-ce que c'est normal qu'il y ait 20% d'étrangers dans nos prisons? Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser des accords internationaux pour qu'ils aillent purger leur peine ailleurs? Si vous me permettez. Dans leur pays d'origine. Vous voulez les renvoyer? Ils sont étrangers, ils sont incarcérés, peut-être qu'on pourrait avoir un accord avec leur pays d'origine pour qu'ils purgent leur peine en prison. On a 20% de nos places de prison qui sont occupées par des étrangers. Je parle d'étrangers, des gens qui n'ont pas la nationalité française. Vous pensez qu'ils vont reprendre, que les pays d'origine vont reprendre ceux qui sont condamnés pour des peines commises sur le territoire? C'est une question d'accord. C'est des questions d'accord international, Madame Artichaut. Oui. Bien sûr, c'est des questions d'accords internationaux. C'est possible, tout à fait. C'est possible. Et je vais vous donner un exemple. Ça s'est fait il n'y a pas longtemps pour des jeunes mineurs marocains qui étaient des dealers de crack dans le 18e et que le Royaume du Maroc a accepté de reprendre chez eux. On va revenir à un thème qui est lié à l'environnement. Il faut inventer des nouvelles solutions parce que sinon on n'en sortira pas. C'est une nouvelle solution. On en reparlera d'ailleurs. On aura l'occasion peut-être de travailler ce sujet que vous mettez sur la table ce matin. Non, un mot quand même de l'environnement, puisque c'est un enjeu important. Anne Hidalgo inaugure aujourd'hui un système de cartographie qui va permettre aux Parisiens de bien voir dans quelle mesure la qualité de l'air. On est à la veille de la journée d'ailleurs mondiale de la qualité de l'air. C'est une bonne initiative de la maire de Paris ou c'est un effet de campagne? Non, mais de toute façon, moi je suis pour la transparence. Je pense qu'il faut mettre toutes les données vraiment ouvertes pour tous les citoyens. Donc cette cartographie fait partie de cette volonté de transparence qui est la mienne. Et je pense que les Français ont besoin de la transparence. Mais au-delà de ça, moi je vais proposer ce matin d'aller plus loin. Parce que pour l'instant, on ne mesure à Paris que ce qu'on appelle les particules fines. Et il y a d'autres particules qui s'appellent les particules ultra fines. Les nanoparticules. Ces nanoparticules, ce sont peut-être les plus toxiques de toutes. On ne les mesure pas et elles ne sont pas réglementées. Ce sont des particules qui traversent la barrière pulmonaire. Et donc, je vais, pour ma part, ce matin, toujours dans la même conférence de presse avec Anne Hidalgo. Non, nous serons ensemble, parce que nous travaillons ensemble avec Air Paris. Madame Hidalgo fait sa cartographie, et moi, je vais proposer de financer une borne de mesure de ces particules ultra fines et nanoparticules, parce qu'elles ne sont pas réglementées, et ce sont peut-être elles les plus toxiques. On saura ce qui nous vaut d'être éventuellement malade. Non, parce qu'après, on prend des mesures. Non, pardon. Ce qui est important, non, mais Madame Martichaut, c'est important de dire aussi, oui, mais c'est important aussi de dire qu'on agit derrière. Là, par exemple, pour l'air du métro, qui est, vous le savez, très pollué. Nous avons lancé une expérimentation avec Île-de-France Mobilité de dépollution avec des nouvelles technologies d'ionisation de l'air. Et réponse en décembre. Pour les bus diesel, nous avons lancé une recherche. Plus de bus diesel en Île-de-France. Vous en parlerez peut-être dans un livre que vous publiez en novembre. Comment il va s'appeler? Vous saurez en novembre. Bon, chez Robert Laffont, c'est un étage pour une ambition présidentielle. C'est un cri qui raconte ce que je vois et tout ce dont on a parlé aujourd'hui notamment. C'est un cri sur les questions régaliennes notamment, sécurité. Sur les questions régaliennes, sur les questions économiques, sur les questions écologiques. Sur les questions écologiques, vous avez une ambition présidentielle? Écoutez, j'ai surtout l'ambition de changer ma région et de changer son visage. Vous n'avez aucune ambition présidentielle? Vous savez, l'Île-de-France, c'est une petite France et on y voit une concentration. Moi, ce que j'ai comme ambition, c'est de rénover
les solutions politiques du pays, parce que je vois bien qu'il faut qu'on invente d'autres solutions pour les problèmes qui sont récurrents depuis 15 ans et qui nourrissent les extrêmes. Et vous en avez présenté quelques-unes ce matin sur LCI. Merci d'avoir été avec nous, Valérie Pécresse. À vous, Pascal.